Merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à ceux qui sont en présentiel et en ligne. Oui, donc moi je vais vous parler depuis donc une étude notamment qu'on a faite au Media Lab à Sciences Po sur la question des... Sur la question de l'étude du développement des techniques d'intelligence artificielle dans un cadre où on était plusieurs équipes dans plusieurs pays à essayer de voir, comparer un peu les trajectoires de développement et notamment ici j'ai eu envie de me concentrer sur un prisme plutôt d'économie politique, voire d'écologie politique, où en fait le titre racisme, sexisme et inégalité et la discrimination m'a donné envie d'être un peu provocante et de proposer plutôt IA et dépossession, parce qu'il me semble que le prisme de la discrimination, qui est celui qui est assez dominant, avec lequel on aborde le problème du racisme et du sexisme bien souvent, est un peu limité. Donc moi, je voudrais montrer qu'on peut aller aussi plus loin dans cette critique de ces objets techniques. Et donc, cette image qui va revenir, j'ai envie de vous proposer l'image de l'éclipse. Voilà, vous allez voir, au fur et à mesure, ça va s'éclairer normalement. En fait, ce qui m'a frappé dans l'étude qu'on a menée donc, au Media Lab, c'est voilà, un exemple, mais que je trouve illustre bien le propos là. C'est de se dire que il y a une critique interne qui a été très bien montrée par Patrice, d'une prise en charge du problème des biais algorithmiques par les personnes qui développent ces systèmes, qui est évidemment extrêmement importante, mais qui propose aussi un point de vue sur ces problèmes et une forme de problématisation qui, du coup, part de l'objet technique lui-même. Et en fait, quand cette formulation du problème circule, bien souvent, elle sert aussi de chapeau, de couvercle pour ne pas parler des autres problèmes qui se posent avec ces systèmes. Et donc là, je vous ai mis un exemple de deux personnes avec lesquelles on a travaillé, donc qui étaient nos co-enquêteurs. Une qui était chercheuse en imagerie médicale et pour qui la question des biais, un peu comme sur le même modèle que ce qu'a présenté Patrice, est extrêmement important dans ses recherches. Je l'ai mis en regard d'une phrase d'un représentant du personnel qui travaille à la Direction générale des finances publiques et qui dit « c'est la seule chose qu'on nous concède comme problème et comme risque en fait, avec ces systèmes. » Et donc on voit bien qu'il y a une forme un peu de capture du type de problème abordable et qui a l'avantage aussi de désigner des responsables et des personnes aptes à résoudre ces problèmes, qui sont bien souvent donc les personnes qui développent elles-mêmes les technologies ou qui les régulent. Donc là, on avait par exemple à l'époque de cette étude, par exemple une réponse d'IBM qui disait on est en train de travailler, alors en plus Patrice en a parlé, avec plus de données, on augmente nos bases de données, ce qui va permettre de ne plus avoir de biais, notamment sur la détection d'émotions ou de la reconnaissance faciale, par exemple. Une autre problématique, c'est drôle parce que Patrice, tu as commencé avec cet exemple-là qui est vraiment paradigmatique. Il est mobilisé, donc le problème des recrutements chez Amazon qui a été soulevé en 2018. Donc il y avait un problème chez Amazon dans le recrutement, les hommes étaient favorisés par rapport aux femmes quand ils utilisaient leur système d'intelligence artificielle pour recruter. Et c'est devenu un peu un fer de lance, cette histoire, mais d'un certain type de regard féministe, on pourrait dire, sur cette problématique-là. Moi, j'aimerais vous proposer l'idée que ça n'est pas suffisant, et en m'appuyant notamment sur les théories de la reproduction sociale et des épistémologies féministes type écoféministes, qui vont un petit peu plus loin, de penser que ces problèmes-là sont formulés depuis le sommet d'une pyramide qui prend en compte du coup ce qui est visible, qui grosso modo c'est l'économie qui regarde le PIB et la rentabilité du capital et le travail salarié en gros.
c'est ça que ça prend en compte et que ça considère. Les problèmes sont formulés depuis ces endroits-là, mais ne sont pas pris en compte euh, toutes les conditions, enfin, tout ce qui permet l'existence de ce top triangle tout en haut de la pyramide, à savoir l'exploitation de la nature, l'exploitation du travail colonial et des colonies, l'exploitation du travail féminin, les modes de subsistance des paysans et toute l'économie informelle, que ce soit le travail des domestiques ou le travail des enfants, par exemple. Donc ça, c'est un modèle qui a été proposé notamment par Maria Mies, qui est une écoféministe allemande. Et donc, je trouve cette image qui va voilà, être un peu à la source de toute la présentation, de se dire la critique interne se concentre sur le dernier triangle, et si on dézoome, on essaye de rendre visible ce qui rend possible l'existence même de ces systèmes, on va découvrir que cette tendance au racisme, au sexisme et au renforcement des inégalités est structurelle. En fait, et il est au fondement, donc pas que discriminant, mais bien dépossédant toutes ces couches-là. Et donc, je propose 3 gestes pour réussir à faire cet effort d'épaississement. Le premier, c'est déséclipser, cette image de l'éclipse, descripter et genèser, donc c'est des propositions aussi de vocabulaire, des jeux de mots que je vais détailler au fur et à mesure. Donc déséclipser, je vous le disais, c'est donc essayer de ne plus focaliser uniquement sur l'objet technique et les problèmes formulés depuis ceux qui produisent les objets techniques, mais bien de refaire apparaître l'arrière-plan qui sous-tend l'existence même de ces objets. Ça a été notamment, enfin, je me suis beaucoup appuyée sur des travaux, par exemple, de Lucy Suchman, qui s'étonne assez tôt, hein, il me semble en 2018 ou 2020, du fait que l'objet IA même, le fait que circule cette notion d'IA comme étant un objet défini, uni, le fait que ce soit pas controversé, ça pose un certain nombre de questions et en fait fait le jeu aussi, enfin, a des effets et des conséquences. Par exemple, j'aime bien cette image, petit effet de sidération qui dans un premier temps déjà laisse la plupart des gens qui ne sont pas experts ou proches de ces systèmes et de ces techniques un peu dans la situation des singes dans 2001, l'Odyssée de l'espace, face à cette espèce d'objet monolithique qu'on nous présente comme étant un objet voilà, consistant. Tout d'un coup, on se demande un peu comment l'appréhender. On manque un peu de moyens pour s'en saisir. Et ça nous laisse bien souvent avec des cadrages qui ne rendent pas plus facile l'appréhension de cet objet. Je vous en ai mis un, mais il y en a pléthore. C'est les cadrages dominants. C'est soit ça va être la révolution, la destruction totale avec un déterminisme technologique très fort, soit c'est juste des outils. Donc c'est pas si grave. Il faut regarder les usages qu'on en fait et en fonction des usages, on arbitre si oui ou non ce sont des usages éthiques et souhaitables. Alors, de mon point de vue, ce sont des cadrages très problématiques en fait, parce que voilà, notamment si on reprend un peu l'histoire, la philosophie des sciences et des techniques ou la sociologie des sciences et des techniques a bien montré que c'était des cadrages problématiques puisque ils sont soit le déterminisme est tout entier du côté de la technique, soit tout entier du côté du social. Or, il y a évidemment une coévolution et une intrication dans les développements de ces systèmes. Et un autre effet de cette éclipse produite par cette focalisation sur les objets techniques, c'est que ça distribue des rôles. Là, je vous ai mis un extrait qui n'est pas généré, enfin, peut-être généré par IA, mais il n'est pas, c'est pas un fake. C'est une petite vidéo promotionnelle de Montréal qui qui se met en avant comme championne de l'IA. Et là, c'est Yoshua Benjo, qui est donc un acteur très important, chercheur en IA, voilà, canadien, qui est présenté dans son costume de super-héros. Et l'IA est présentée de manière extrêmement positive. Donc on a un peu des figures comme ça qui prennent en charge ces développements.
et qui vont aussi avec toute une rhétorique et toute une mentalité qui autorise certaines manières de faire. On parlait à midi des bacs à sable réglementaires, on est voilà, avec ce genre de slogan là porté par Mark Zuckerberg. On avance vite et on casse des choses, on expérimente, cette logique de l'expérimentation qui autorise à ne pas faire forcément attention à tout ce qu'on fait. Voilà, on ne peut pas anticiper tous les risques, on y va, on verra bien. Et qui pose aussi la question de quel type de crédit et par quel processus ces personnes sont légitimées et autorisées à agir. Donc là, c'est l'image d'Elizabeth Holmes, si vous n'avez pas suivi un peu le scandale autour de ce qu'elle a fait. Donc il y a un documentaire très intéressant qui montre tout le hoax, donc toute la... Euh, voilà, elle avait proposé un produit, une manière de faire de la sérologie à très bas coût et quasiment tout le monde pouvait le faire chez soi. Et en fait, c'était complètement un faux. C'était bidonné du début à la fin. Et donc, cette idée de faire semblant et faire croire qu'on est presque, je sais pas, aujourd'hui, ce serait on est presque à l'IA générale. Euh, donc, c'est de prétendre jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc, voilà, il me semble qu'un intérêt à déséclipser, c'est aussi de se désimprégner de ces messages et de tous ces imaginaires qui conditionnent ou tournent, régissent un peu les développements techniques des systèmes d'IA. On a fait une étude où on a regardé en France les corpus de presse dans les journaux papier sur 10 ans. Et de la même manière, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on remarque qu'ils sont quand même tous centrés sur les objets techniques. Donc ils partent tous euh, des problèmes qui sont émis depuis l'endroit de production des systèmes d'IA. C'est ce que j'aimerais ici vous proposer de faire un pas de côté. En montrant des exemples aussi de tentatives qui ont été faites, qui ont essayé de faire un peu différemment, justement. Donc là, c'est un exemple assez ancien de Kate Crawford, un de ses premiers travaux comme ça de dézoom, qui, je vous invite à aller sur le site où vous pouvez zoomer dans la carte, hein, mais qui montre l'ampleur de la chaîne sociotechnique. Là, c'est pour Alexa, qui est donc l'enceinte connectée d'Amazon. Et elle montre, voilà, elle décrit avec Vladan Joler à la fois les enjeux d'un point de vue environnemental, le type de matériaux nécessaires pour construire des enceintes connectées, jusqu'aux déchetteries quand on s'en sépare, mais aussi tout le travail et la main-d'œuvre qui est nécessaire pour que ces systèmes fonctionnent, pour l'assemblage, pour le transport. Enfin voilà, c'est assez colossal comme carte. Et plus récemment, ils ont tous les deux proposé Calculating Empires, qui est d'ailleurs en ce moment au jeu de paume. Je vous recommande l'expo au jeu de paume où ils ont fait un travail assez colossal d'une frise qui essaye de rendre compte sur les différents plans. Je ne sais pas, tout à l'heure, Patrice parlait, on voit bien avec les criminels, non criminels, on revient sur des histoires de génisme. Enfin, voilà, il y a des histoires longues, en fait, de chacun de ces prismes qu'on peut adopter sur les systèmes techniques. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns, par exemple, sur la mesure de l'intelligence, quelle est son histoire longue, ou ça va être sur les questions environnementales aussi, de l'extraction, quelle est l'histoire longue, la mécanisation. Enfin voilà, ils essaient de retisser des fils qui permettent de ne pas reprendre l'histoire en 2022 avec l'apparition de ChatGPT. D'autres tentatives de cartographie, je vous les mets un peu en exemple parce que je trouve que c'est assez parlant quand on essaye tout d'un coup de mettre sur le même carte des questions de travail avec des questions environnementales ou des questions d'appropriation de terre, par exemple. Et un travail plus récent qu'on a fait avec plusieurs organisations syndicales, où là aussi on a essayé de faire un outil, euh, un peu d'acculturation pour montrer différents types d'enjeux relatifs à l'intelligence artificielle, au développement de l'intelligence artificielle, toujours dans cette tentative d'articuler plusieurs plans et de ne pas rester que sur une critique des objets techniques, enfin, depuis l'objet technique, pardon. Et peut-être pour illustrer aussi une autre tentative, là c'était sur
vous avez peut-être entendu parler, donc à la Direction générale des finances publiques, ils utilisent pas mal de systèmes d'intelligence artificielle. Il y en a un qui sert à la détection automatisée des piscines pour automatiser la détection de fraude. Et donc, il y avait une présentation officielle là, du data scientist en chef de ce projet qui nous propose comme méthode d'évaluation de regarder si l'opération manuelle de vectorisation et l'opération automatique donnent le même résultat. En fait, c'est ce qu'il nous propose de... C'est comme ça qu'il nous propose l'équation de se dire est-ce que ce système est efficace et intéressant, souhaitable, oui ou non. Et ce qui est tout notre travail, on l'a fait là aussi avec plusieurs personnes, à la fois en interne à la DGFiP, mais aussi avec des personnes qui sont soit dans des champs très similaires, soit représentants du personnel. Enfin, on a mis autour de la table une quinzaine de personnes. Et l'enjeu, c'était de reconstituer l'ensemble de la chaîne sociotechnique et pas juste de se focaliser sur est-ce que oui ou non le résultat est le même, est-ce qu'il est généré plus rapidement ou pas, voilà, sur des critères qui sont souvent présentés comme étant ceux qui justifient le développement de ces systèmes. Et donc on est arrivé à une carte relativement fouillée, comme vous pouvez le voir. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est quand on s'est retrouvés, donc on a essayé de mettre cette carte autour de la table et pour discuter avec ces personnes qui ont des points de vue très très conflictuels. Vous imaginez bien, parce que certains intéressent que ça se développe et poussent le projet quand d'autres s'y opposent. J'aimais bien cette phrase dite par une des personnes qui était là, de dire on voit bien que l'enjeu c'est qu'il y a tout un écosystème qui se développe dont le but est de changer les relations existantes par d'autres. Donc ce qui est en jeu n'est pas seulement d'être plus efficace, mais bien, et c'est ce que je propose, de réorganiser les rapports entre l'objet technique de cette surface, ce qui est un peu le cercle là bleu sur lequel on focalise trop, à mon sens, avec son arrière-plan. Et comment est-ce que ces rapports se reconfigurent du fait de l'introduction de ces systèmes. Donc là, je vais vous emmener dans un panorama, peut-être je vais aller assez vite, mais, sur le type de réorganisation que ça génère, avec donc cette lentille à garder en tête de la pyramide dont je vous parlais. Donc par exemple, ça c'est un exemple très cité, qui a été une des premières vagues de licenciements justifiées par l'introduction d'un système d'intelligence artificielle dans l'entreprise inclusive, qui fait de la veille informationnelle en fait. Et je trouvais ça assez ironique, pour dire le moins, d'avoir en parallèle leur slogan de publicitaire sur leur site promotionnel où ils disent nous créons de la valeur ensemble, et puis de l'autre côté ils font un énorme plan de licenciement, ils licencient plus de la moitié de leur masse salariale du fait de l'introduction de ce système. Donc on peut se demander la valeur pour qui, voilà, une bonne illustration de quel type de valeur, et qui va un peu dans le même sens. En ce moment, un lobby extrêmement fort sur la question de l'appropriation de contenus qui sont des contenus propriétaires, avec un pillage des grandes entreprises. Récemment, il y a eu un scandale sur Meta et les livres qu'ils ont pillés pour entraîner leur système d'intelligence artificielle. Et voilà, il y a un lobby extrêmement fort, notamment depuis d'ailleurs l'arrivée de Trump, encore plus fort, pour que le copyright soit levé sur pas mal de contenus, avec comme raison principale évidemment la course avec la Chine. Il ne faudrait pas que les États-Unis perdent, donc vous comprenez bien que c'est d'intérêt général de piller cette ressource et puis de ne pas redistribuer la valeur. Un autre exemple, c'est très récent aussi, donc, le PDG canadien de Shopify, qui demande maintenant aux personnes qu'il recrute de prouver que l'IA ne peut pas faire le travail à leur place. Donc on voit une inversion de la charge de la preuve là, qui est complètement sidérante. Et l'idée aussi que, a priori, c'est quand même lui qui ouvre des postes, donc qui devrait avoir la charge de savoir si oui ou non une IA peut faire le travail ou non. Non, là c'est au salarié ou un futur salarié de prouver que l'IA ne peut pas le faire. Et puis il y a toujours cette justification de dire pour accomplir 100 fois plus de travail. Donc on voit bien que l'intérêt là, c'est la productivité et la rentabilité de l'investissement.
D'autant qu'on voit aussi arriver, ça aussi c'est assez récent, enfin, très récent, l'interfaçage ChatGPT plateforme d'achat. Donc bientôt un prompt pourra être de juste passer commande et puis ChatGPT fait le reste. Et des partenariats du coup sont en train de se faire entre ChatGPT et d'autres plateformes pour que ces transactions et cette consommation soient facilitées encore plus. Dans des, on va dire dans des entreprises où le modèle reste le modèle salarié un peu plus classique, on voit quand même des startups et toute une économie justifier des levées de fonds et des systèmes d'IA pour augmenter la productivité des salariés. Donc ça n'est pas quelque chose, une critique non fondée, on est bien dans quand même cette recherche de pénétration des systèmes d'IA pour que le travail rapporte plus au capital. Donc là, reprendre aussi des bases d'économie politique de le rapport travail-capital, comment est-ce qu'il se reconfigure du fait de l'introduction de ces systèmes. Évidemment, toujours avec cette partie-là, on peut aussi parler du travail qui se délocalise. Et du coup, la main-d'œuvre étant moins chère à l'étranger, la DGFiP dont je vous parlais avant, par exemple, fait entraîner ces modèles dans un premier temps depuis son revenu dessus, mais quand même à Madagascar, ce qui n'était pas nouveau avec l'IA. Hein. Ça existait avant, il y avait déjà eu des délocalisations quand il y avait eu besoin de numérisation massive. Mais voilà, là, on a retrouvé ces deux chercheurs, Clément Lelydec et Maxime Cornet, qui ont fait toute une étude, qui sont allés suivre des travailleurs du clic à Madagascar, et qui montrent bien voilà, comment est-ce qu'aussi la dépossession, c'est-à-dire la productivité se fait aussi en exploitant des travailleurs loin. Et là, quand c'est pour taguer des choses, ça a un certain nombre d'effets, mais il y a aussi toute une délégation des tâches qu'on ne veut pas faire ici, notamment là c'est sur un sujet de modération, toute la modération de contenu extrêmement violent, dont on sait maintenant qu'ils ont des effets sur la santé et qui causent des traumas à force d'être exposés à des contenus extrêmement violents, qui est fait notamment dans les pays africains, pas que, en Asie ou au Sud-Est aussi. Et là, c'était un petit reportage de France 24 qui était assez, là aussi, ironique, dans le sens où la personne demande à ChatGPT, es-tu conscient des modérateurs kenyans? ChatGPT répond, pas du tout, c'est OpenAI qui gère complètement la modération du contenu, il n'y a pas d'humain derrière. Donc, voilà, c'est montrer à quel point il y avait une invisibilisation qui redouble la violence déjà subie par ces personnes en niant leur travail. Et ça, c'est le tronc du spectre. C'est quand on nie carrément, on fait croire qu'il y a une intelligence artificielle alors qu'il n'y en a pas. Et que là, on est dans le cas de Amazon qui avait fait vendre, qui fait grand cas de ces magasins qui seraient un peu l'avenir de la manière de faire ses courses en juste rentrant dans le magasin et sortant sans avoir besoin de passer à la caisse, par juste reconnaissance des produits qui sont pris. Et ils ont dû fermer parce que ça coûtait trop cher parce que en fait, il y avait des Indiens derrière qui vous suivaient via la caméra, qui faisaient votre panier de courses pour vous. Donc, on voit bien un peu cette logique. Je vous ai remis le turc mécanique et cette gravure du turc mécanique où on voit bien que ce sont aussi des corps racisés, pour le coup, qui sont voilà, mis dans la boîte, invisibilisés et exploités au profit de cette promesse sociotechnique de l'IA. Toujours sur la question du rapport aussi au territoire loin, loin voilà, des endroits où sont développées ces technologies. Tous les problèmes environnementaux, mais aussi de santé, qui sont causés par les pollutions. Là, c'est au Myanmar sur l'extraction de métaux rares nécessaires à la production de toute une série de devices, que ce soit pour les smartphones jusqu'au tout ce qui est nécessaire pour la transition écologique et énergétique.
Donc, on a un reportage ici assez incroyable, dans le sens aussi, c'est un document rare. Il y a peu d'informations en fait sur ces conditions et ces situations. Où en fait, à la base, les terres rares étaient extraites en Chine. Ça a été progressivement euh, interdit par la Chine et donc toute la production s'est déportée sur les pays frontaliers, notamment le Myanmar. Et on voit du coup la même pollution se passer à la fois des terres, mais aussi des corps, avec évidemment aussi euh, tout un contexte extrêmement violent de conflits armés qui se nourrit de de cette, du développement de ces activités-là, parce que ça génère énormément d'argent. Voilà, je vais vite pour passer en revue, mais avec des déplacements de population forcés, parce que les gens ne peuvent plus habiter là du fait de ces conflits et du fait de cet empoisonnement. Ça rejoint là, il y a des collectifs, d'ailleurs en France, qui se mobilisent vraiment sur cette question. Là, une question similaire d'extraction en République démocratique du Congo, où là, c'est pas sur les terres rares, mais sur d'autres minerais nécessaires, notamment à la production des smartphones. Et donc là, on a à la fois euh, des conflits extrêmement violents, mais aussi une exploitation, par exemple, du travail des enfants. Enfin, il y a une série de cas, de situations vraiment dramatiques qui devraient nous alerter aussi sur notre consommation de smartphones où dès que l'écran est cassé, on s'en fiche, on le jette, on le remplace. Enfin, ça nous paraît loin, ces problèmes. Alors que nos économies reposent entièrement en fait, sur la possibilité même de produire ces devices. Aussi des arbitrages et des tensions extrêmement fortes sur des ressources essentielles. Par exemple, je vous ai mis deux exemples, mais sur le cuivre, mais aussi sur l'eau. Si jamais vous voulez aller plus loin, tout est dans les journaux et donc je pourrais partager éventuellement mes slides si vous voulez creuser certaines questions. Et sur l'eau, c'est un sujet qu'on a d'ailleurs aujourd'hui en France, parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu les tensions qui existent autour de l'entreprise ST Micro, qui en ce moment est dans une situation compliquée, donc dans un plan de licenciement aussi assez massif, qui est à Grenoble, mais qui a est par ailleurs combattu par des militants écologistes parce que la demande en eau qu'il faut pour produire des puces électroniques, c'est ça qu'il faut, produire des puces, euh, est extrêmement importante. Donc on a une tension là aussi entre maintien de l'emploi versus problématiques écologiques et tension sur la ressource en eau. Mais la tension est aussi sur le secteur de l'énergie, à savoir que comme on a un développement des data centers qui est maintenant euh, des politiques publiques dans beaucoup de pays, notamment en France, largement plébiscité, donc c'est un secteur industriel amené à se développer et soutenu par l'État fortement. Il y a un risque sur la demande en énergie électrique et ce qui a entraîné aussi, je vais passer vite, mais à la fois les promoteurs de ces technologies à alerter et à dire qu'ils allaient avoir une dépendance très forte et des besoins d'énergie extrêmement importants. Et dans le même temps, ça a été très critiqué, hein, les premiers décrets signés par Trump réautorisaient la, le forage, notamment pour parer à ces demandes en énergie qui vont arriver. Et donc, on voit bien aussi là des questions sur toute la transition énergétique et toutes les décisions environnementales qui avaient été prises pour limiter notre empreinte carbone, en fait, est en train d'être un peu balayée parce qu'il va y avoir en anticipation de ces énormes nécessités, besoins en énergie. En France, on n'est pas en reste. On a aussi voté très récemment, ou en tout cas, c'est en cours de discussion, si ce n'est pas voté, ce qu'on a appelé la loi simplification, qui propose donc de conférer au data center le statut de projet d'intérêt national majeur, ce qui permet notamment de faire sauter la loi ZAN dessus, donc ZAN zéro artificialisation nette. Donc pour ces projets-là, on pourrait avoir un moratoire sur cette loi et ne pas respecter ça.
sur la protection des espèces et sur les compétences qui, du coup, sont transférées à l'État et ne sont plus du ressort des collectivités. Donc, on a aussi en ce moment des discussions importantes qui offrent des dérogations au droit commun pour favoriser l'industrie du numérique et continuer de développer des data centers malgré des alertes sur tout type de pollution et, comme je l'ai dit, d'arbitrage important, que ce soit sur le foncier ou les ressources. Et toute cette question de la régulation amène, autour des régulations et des dérogations du droit, au droit, amène une question, enfin amène des visions un peu dystopiques, mais pas complètement irréalistes, puisqu'on le voit dans certains endroits. Donc là, notamment au Honduras, il y a eu ce qu'on appelle une zone d'emploi et de développement, qui donc est une sorte de zone de non-droit. Donc le Honduras a perdu, parce qu'une partie de son territoire a été vendue donc des personnes qui ont créé une sorte d'enclave libertarienne, au titre du monde, et qui propose en fait il y a aussi un reportage très intéressant là, qui montre comment les personnes qui sont là proposent une nouvelle forme de gouvernement. Ils voient un peu le gouvernement, enfin, les formes de gouvernance comme revenant au choix individuel. En fait, chacun serait un peu plus citoyen vraiment, mais client du gouvernement qu'il veut avoir. Et donc, il propose un type de socialité et de mode de vie en collectivité qui sont selon leurs règles à eux, qui sont d'ailleurs une sorte de zone d'expérimentation assez incroyable où il y a plein de startups qui proposent, euh, voilà, que ce soit des implantations de puces dans le cerveau, des expérimentations sur la vie éternelle, enfin des choses assez spéculatives et tout à fait intéressantes. Et, et qui va avec une organisation sociale qui ressemble à un gated communities, donc vraiment une zone protégée dans laquelle seule une élite blanche très éduquée en fait, se retrouve au détriment de la population locale qui n'a plus le droit. Et il y a une bataille aujourd'hui avec le nouveau gouvernement de Honduras de récupérer cette zone, mais avec une faille du droit international, la, les personnes qui détiennent cette enclave proposent ou attaquent en justice pour 10 milliards d'euros le Honduras, qui pourrait le ruiner. Enfin, voilà, c'est une histoire peu connue, très intéressante sur la manière dont territorialement aussi il commence à y avoir des sortes de zones de non-droit qui se développent à partir de ces utopies ou dystopies libertariennes. Bon, je ne vais pas m'étendre sur toujours dans cette idée de dérégulation. On a quand même l'exemple d'Elon Musk avec Doge, je pense que vous avez suivi, donc il y a une tentative de SAP des services publics, puisque les services publics coûteraient trop cher. Et il y a une dépense faramineuse dont il est, grâce à l'IA, fort possible de se passer, faire des économies en optimisant les services publics. Donc c'est toute la promesse faite par Musk dans ce département, avec les résistances qu'on connaît. Là encore, on se moque un peu des États-Unis. En tout cas, on voit ça d'un peu loin, mais c'est quand même des discours qu'on a depuis longtemps en France aussi. Là, je vous ai mis un exemple qui date de 2020, donc bien avant que Musk arrive, où ce discours sur l'IA va vraiment simplifier et rendre efficace le service public, c'est déjà là. Mais on s'habitue aussi à entendre ce genre de discours-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir par qui sont tenus ces propos. Beaucoup de cabinets de conseil, il y avait eu tout le scandale de l'ingérence un peu des cabinets de conseil au moment du Covid, sont très fortement partie prenante de ces discussions et poussent ce genre de rhétorique pour dire on peut faire des économies en sapant les services publics, de leur point de vue, c'est en les optimisant avec des l'IA. Et ça pose énormément de questions. Moi, je trouve qu'une des questions qui n'est jamais posée aussi, c'est à qui sont destinés les écrits et le type de diarrhée écrite qu'on génère avec ChatGPT, par exemple, et avec d'autres outils. Et il y a cette vision, enfin, je trouvais ce post assez
significatif dans le fait qu'il n'y a plus d'humains. Donc on a un dashboard sans humains maintenant, avec des décisions optimisées, où en fait les données que l'on capture du réel servent avant tout à la machine et sont lues par la machine. Un autre exemple, pour aller dans ce sens, un exemple qui m'avait surprise, c'était par exemple la CNIL qui demande des dossiers de mise en conformité pour le RGPD. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà rempli ce genre de dossier, c'est fastidieux, c'est vraiment pénible à faire pour nous. Mais eux ne peuvent pas non plus les lire, ils n'ont pas ni les moyens ni la capacité de le faire. Donc on peut se demander pour qui, pourquoi génère-t-on ce genre d'écrit. Donc si c'est la machine qui va finir par faire elle-même des formulaires de mise en conformité lus et décodés par une machine à l'arrivée, est-ce que c'est vraiment très utile? On peut se poser la question. Et de la même manière, là c'est pas sur des formulaires administratifs type ce que je viens de vous raconter pour la CNIL, mais sur la question du travail social, il y a ce livre très intéressant de Virginia Eubanks qui montre très bien comment est-ce qu'elle dit c'est pas un hasard si aux États-Unis ces systèmes apparaissent au moment où il y a une attaque contre le travail social. Donc il y a aussi une tentative de s'en prendre aux plus précaires, donc là, sexisme, racisme ouvert et précarité, pauvreté aussi. Donc, comment est-ce que en fait, ces systèmes sont plébiscités comme étant plus neutres? Parce que c'est ça la promesse qui est faite aussi, c'est que du coup, l'agent humain est biaisé et prendrait des décisions qui seraient arbitraires. Ces systèmes sont neutres, donc du coup, ils vont mieux gérer certaines situations. Or, ce qu'elle dit, ce qu'elle montre très bien, c'est elle dit, il serait plus juste de dire que nous remplaçons la discrétion de la partie la plus féminine, la plus ouvrière et la plus diverse de la main-d'œuvre des services sociaux par celle d'équipes internationales d'universitaires issus de la classe moyenne. Donc, c'est ce déplacement, cette réorganisation qu'elle questionne en disant mettre la prise de décision automatisée au centre de chaque processus revient à renoncer à notre responsabilité commune. Je trouve ça, voilà, des questions peut-être qui sont devant nous de est-ce qu'on a envie sur la question des biais de l'apprendre techniquement ou est-ce qu'on a envie de reposer la question du sens politique en fait de ces décisions euh, en effet ce qu'elles nous demandent et ce qu'elles nous engagent de nous quand on les prend. Ça a donné lieu, on le sait, pour les systèmes, la CAF en France et puis aux Pays-Bas aussi, donc sur les systèmes d'aide à des scandales de discrimination importante des plus précaires. Pas parce qu'ils sont ciblés de manière intentionnelle. Par exemple, pour la CAF, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ça a été un des gros problèmes, c'est que les personnes qui sont amenées à remplir le plus fréquemment des déclarations, c'est les personnes en situation de grande précarité. Et comme ils en remplissent plus, ils font plus d'erreurs. Donc leurs erreurs prennent plus d'alerte et donc ils sont plus fliqués. Donc les process sont pas biaisés. Encore une fois, c'est pas l'objet technique le problème, pas que, mais c'est toute la chaîne qui amène à ce qu'ils soient stigmatisés et remontent dans les alertes. Voilà, puis dernier exemple sur, par exemple, l'expérimentation pour les JO de la surveillance algorithmique, donc caméras de surveillance augmentée, de systèmes de détection automatisés. Là, ça a été décrit comme un terrain d'expérimentation. Là encore, qui est fait, c'était pas fait n'importe où, c'était fait en Seine-Saint-Denis. Donc, il y a quand même un recoupement avec des méthodes de stigmatisation et de discrimination de corps racisés la plupart du temps. Donc là, on a aussi des vraies questions. Je vous ai mis le livre de Mathieu Ribous qui, je trouve, parle très bien des rapports entre voilà, racisme et développement de ces systèmes, notamment à l'endroit de la surveillance et de la police, des systèmes de sécurité. Donc pour conclure sur cette partie-là, c'est le slogan qu'on trouve dans les entrepôts d'Amazon. Et il me semble qu'on voit bien comme trois classes de gens différents. Donc on retrouve la base, work hard, si vous pensez à la pyramide, le work hard est en bas,
le have fun, c'est peut-être la minorité blanche, classe moyenne qui s'en sort à peu près, et puis le make history, c'est juste Jeff Bezos. Et genèser, c'est juste la conclusion, c'est donc un terme pour peut-être. J'hésite entre l'idée de revendiquer le terme de génération, parce qu'on parle d'IA générative, que je trouve extrêmement problématique, que ce mot ait été capturé par un système d'IA, qui fait tout sauf, il me semble, de l'engendrement. Au contraire, on l'a vu avec Patrice très bien aussi, il réplique des choses, mais voilà. Donc, est-ce qu'il faudrait revendiquer le terme génération? Moi, je propose genèser, c'est de permettre du devenir, plutôt que de en fait, piller et assécher l'arrière-plan qui conditionne l'existence même du système. Là, je pense à un livre de Nancy Fraser, si ça vous intéresse, qui s'appelle Le capitalisme est un cannibalisme. Je pense qu'on est un peu là. Donc, avec ces deux cercles, on aurait le premier qui est en train de grignoter celui qui lui permet d'exister. Et donc, Genèse, je vais conclure sur une citation de Bruno Latour qui dit « La nouvelle articulation revient à dire que nous passons d'une analyse en termes de système de production à une analyse en termes de système d'engendrement. Les deux analyses diffèrent d'abord par leur principe, la liberté pour l'un, la dépendance pour l'autre, et elles diffèrent ensuite par le rôle donné à l'humain, central pour l'un, distribué pour l'autre. » Je trouve cette citation de fin intéressante, et puis je terminerai juste sur cette image que je trouve très heuristique en ce moment, qui m'aide beaucoup à penser ces questions. C'est au lieu de se dire que le héros de l'Odyssée, ce serait Ulysse, de penser que peut-être ce serait Pénélope, qui lui permet de revenir dans un monde où, si elle n'avait pas été là pour jour après jour lui permettre d'être, Ulysse ne reviendrait à rien du tout. Il n'y aurait pas de monde. Donc voilà, peut-être héroïser Pénélope.